Alors, je vais passer la POC à Charlotte, qui est notre chercheur dans ce projet-là en production maraîchère. Oui, donc me revoilà déjà. Je voulais, donc c'est ça, on voulait vraiment rendre disponible à tous un peu les résultats du réseau qui est tout jeune, là. C'est un projet qui s'est déroulé seulement en 2024-2025. Donc on est vraiment au balbutiement des premiers essais en maraîchage nordique. Il y a plusieurs initiatives qui ont participé au projet vraiment de façon ultra dynamique. Évidemment, la coopérative Gaïa qui est à Pointe-aux-Outardes, mais aussi la ferme Manicouagan qui est à Pointe-le-Bel, les jardins de Godbout qui sont à Godbout, le grenier boréal qui est à Longue-Pointe de Megan, la ferme du Rigolet qui est à Tête-à-la-Baleine et, mais non le moindre, les jardins du 53e Taïga qui sont à Radisson, qui sont notre fier représentant là, de la plus haute latitude finalement dans le cadre du projet. Au niveau des activités, euh, pour le premier été, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on souhaitait mettre en place. En fait, on a décidé de commencer par documenter justement les paramètres chimiques des sols, finalement de faire des analyses de sols dans les sols cultivés sur les différentes initiatives maraîchères, mais aussi dans les sols natifs, si on veut, dans les sols qui n'avaient pas été amendés, pour vraiment voir l'évolution des paramètres chimiques avec les années en culture puis voir justement qu'est-ce qui se passait au niveau de la fertilité des sols. On avait aussi comme objectif de documenter les jours à maturité et les degrés jours de 5 cultures en fonction du climat local. L'idée derrière ça étant que c'est très difficile pour les fermes maraîchères sur la Côte-Nord, au nord du Québec, de faire un plan d'assolement, un plan de récolte qui est adapté à leur contexte climatique parce qu'il y a vraiment peu d'informations disponibles et que justement l'information fournie par les semenciers est vraiment pas applicable au contexte de production dans le Nord. Euh, Puis finalement, à l'été 2025, ben là, on s'est plutôt intéressé aux méthodes de forçage climatique, puis on est allé documenter l'effet sur le climat et la productivité des cultures. Fait que mon défi, ça va être de vous présenter les résultats pour ces trois objectifs-là dans les 20 prochaines minutes à peu près. Fait que justement, au niveau de l'objectif de caractériser là, l'évolution des sols sur les fermes maraîchères, donc, on a échantillonné, ça c'est je vous présente les résultats des analyses de sol pour les sols natifs, qui sont finalement les sols de bordure de parcelles qu'on a échantillonnés. Évidemment, dans le cadre du projet, là, on n'avait pas de budget pour faire des répétitions, puis il peut y avoir beaucoup de classes texturales aussi en fonction du site, là, fait qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais ça nous donne quand même des données intéressantes. À la coopérative Gaïa, il y avait un des sols, en fait, qui est sur place. C'est quand même assez limoneux. Donc, comparé à ce qu'on va observer sur les autres sites, là, on est à 35 de limon, 46 de sable et la balance en argile. On a, comme le décrivait Mélodie tantôt, un pH à tendance plutôt acide, donc 5,8. Des teneurs en matière organique de façon naturelle quand même très élevées là, comparé à ce qu'on observe ailleurs. C'est d'ailleurs une donnée qu'on voulait peut-être valider avec une deuxième analyse pour être certain, mais 9,5 là, c'est vraiment élevé, règle générale. Et des teneurs en phosphore très basses, comme on en parlait en introduction, c'est assez caractéristique des sols sur la côte nord. À la ferme Manicouagan, le portrait était assez similaire, donc 33 de limon, la balance en sable et argile avec un pH à tendance acide, une matière organique quand même beaucoup plus faible qu'à la coopérative Gaïa, mais plus élevée que sur d'autres sites, et une teneur en phosphore très basse. Jardin de Godbout, là, c'est là qu'on rentre vraiment dans un sol typique, si on veut, Côte-Nord, c'est-à-dire 90 de sable. Euh, c'est d'ailleurs, dans le fond, Edith pourrait en parler peut-être à la période de questions, mais c'est à la mise en place de la ferme, là, le sol a été caractérisé puis a été décidé par la productrice de faire importer un sol finalement, un substrat commercial, justement suite à l'observation de ces paramètres-là là, qui étaient quand même particulièrement drastiques. 90 de sable, un pH acide, aussi une très faible matière organique, donc seulement 1,6 et des teneurs faibles en phosphore. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a documenté au grenier boréal, mais au grenier boréal, ils ont quand même la très grande particularité d'avoir beaucoup, beaucoup de variabilité là, dans leur site en culture, là. Fait que ça, c'est vraiment un des sites qui est en culture, qui est
qui est en bordure d'un site en culture, si on veut. Donc, 90% de sable, pH acide, matière organique un petit peu plus élevée qu'au jardin de Godbout, mais quand même, et teneur en phosphore faible. Puis si on regarde au niveau de l'évolution de ces paramètres-là dans le temps, donc on a vu que pour les 3 sites, jardin de Godbout étant pas documenté pour le sol cultivé parce que finalement, ils ont fait le choix d'importer un sol, mais pour les 3 autres sites, c'est plus de 10 années en production là, dans les 3 cas. On voit qu'au niveau de la matière organique du sol, on a été en mesure d'obtenir un gain en moyenne 0,5% de matière organique du sol, ce qui est quand même intéressant, mais ce qui est quand même aussi assez faible quand on pense à tous les efforts de fertilisation qui ont dû être mis en place là, pour améliorer la fertilité des sols. C'est des apports massifs en compost, en fumier, en engrais organiques. Donc, on sait que la matière organique, c'est un indicateur qui bouge quand même lentement aussi dans les sols. Chaque point de pourcentage est durement gagné, si on veut, là. Au niveau du pH, on s'approche aussi beaucoup plus de teneurs qui sont plus optimales pour la production, bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup de variabilité entre les sites, là. La moyenne pour les 3 sites avait permis d'augmenter de 0,4 unités le pH pour être plus autour d'un pH de 6. Et au niveau du phosphore, la tendance est aussi la même, à une augmentation. Et on est à une augmentation là, après les 10 années de production d'à peu près 139 kilos à l'hectare en moyenne pour les 3 sites, avec encore une fois beaucoup de variabilité entre les sites. On constatera que pour 2 des sites, là, la valeur de phosphore est quand même considérée comme encore pauvre ou moyenne, là. Donc, on n'est pas encore dans des sols, on est encore loin de des sols riches en phosphore dans la plupart des cas. Et au niveau du calcium, ben là, c'est plus de 2000 kilos à l'hectare qui ont été ajoutés en moyenne sur les sites. C'est encore dans des valeurs pour la majorité qui peuvent être dans moyen bon à riche. Ce n'est pas des sols nécessairement qui ont un surplus de calcium, mais ça montre quand même une certaine difficulté parfois avec la fertilisation et des engrais bio à balancer l'apport en éléments nutritifs pour avoir exactement les éléments qu'on veut, là. Souvent, les apports en azote sont indissociables aux apports en phosphore, mais aussi aux apports en calcium et autres, là. Fait que c'est ça reste quand même un très gros enjeu. À noter aussi que là, on documente les paramètres chimiques, mais on a quand même très peu documenté les paramètres physiques. Fait que, tu sais, l'évolution de la structure des sols, euh, la stabilité des agrégats et tout ça. Puis ça serait vraiment des critères super intéressants à aller étudier parce que ça peut être un autre facteur limitant pour la productivité des cultures, là. Oui, la fertilité, mais aussi la capacité des racines à pénétrer en profondeur, à rétentionner l'eau et tout ça. On a peu de pouvoir sur la texture des sols, le fait qu'un sol soit sableux. Il y a peu de pouvoir là-dessus, à part avec des méthodes assez exploratoires là, de glaisage et autres, mais on a du pouvoir sur les paramètres chimiques et les paramètres physiques de ça. Donc, si on regarde au niveau des jours à maturité, donc le deuxième objectif qu'on avait pour l'année 2024, donc ici, je vous présente les valeurs qui sont évidemment les mêmes pour les jours à maturité chez le semencier, puis je les ai comparés à ceux à la ferme à titre indicatif. Donc, sur l'axe des Y, ici, c'est vraiment le nombre de jours à maturité entre le semis et la récolte. Donc, ce qu'on observe là, pour la moyenne des fermes sur la Côte-Nord, c'est en moyenne 26 jours supplémentaires qui ont été requis pour obtenir une betterave à maturité. À noter que ça comprenait le fait que sur la majorité de ces entreprises-là, la betterave était démarrée là, en multicellules pour plusieurs semaines avant d'être transplantée en champ. Ce qui devrait possiblement mener à une réduction du nombre de jours à maturité, mais en même temps, on sait que les multicellules peuvent aussi rester dans la serre le temps qu'on ait le temps de transplanter. Fait que ça peut jouer sur le nombre de jours à maturité. Tandis que à Radisson, là, qui était le site Jardin 53e Taïga le plus au nord, c'est plutôt 2 mois supplémentaires qui ont été requis comparés aux semenciers pour obtenir la betterave à maturité. Au niveau de la carotte, encore une fois, je présente le même genre de graphique avec les points là, qui sont un code de couleur qui représente la ferme qui a procédé à l'essai. Chez le semencier, on est en bas de 60 jours en maturité. Sur la moyenne des fermes, c'est environ 2 semaines supplémentaires qui étaient requis pour obtenir une carotte en maturité. Ça comprend là, toutes les dates de semis qui étaient quand même très variables dans la saison. Là, c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Puis encore une fois, à Radisson, c'était plutôt 1 mois supplémentaire qui était requis là, pour obtenir une récolte. Oups, excusez-moi, pardon.
Au niveau du zucchini ici, c'est quand même étonnant d'observer que c'est la culture de climat le plus de climat chaud qu'on a étudié, mais c'est celle qui avait un nombre de jours à maturité le plus proche de celui du semencier. Donc, seulement 5 jours pour la moyenne des sites, mais on observe que plusieurs sites, en fait, ont le même nombre de jours à maturité que le semencier. Celui qui avait le nombre de jours à maturité le plus élevé, c'est la coopérative Gaïa, mais il procède à un effleurage là, des premières feuilles de zucchini pour avoir une meilleure récolte. Fait que c'est sûr que ça l'influence le nombre de jours à maturité. À noter que sur la majorité des fermes, les techniques de culture pour le zucchini, c'est pas mal systématiquement sous tunnel chenille ou avec P19, fait qu'on a clairement une augmentation de la température, comme on va le voir tantôt. Tandis qu'au jardin 53e Taiga, on est plutôt à 1 mois supplémentaire là, de jours à maturité. Dans le brocoli, là, on a une diminution du nombre de jours à maturité, fait qu'on passe de 65 chez le semencier à plus autour entre 50 et 55 sur les fermes, donc un 10 jours qui a été soustrait. C'est pas nécessairement c'est pas nécessairement le signe que. C'est sûr que les unités thermiques étaient moindres sur la côte nord, c'est peut-être plus le reflet d'une floraison prématurée. C'est sûr que plus le brocoli peut avoir une croissance végétative, plus on risque d'avoir un rendement qui reflète cette croissance végétative-là. Fait que c'est ça, c'est pas nécessairement un bon signe d'avoir moins de jours à maturité là, dans cette culture-là. Euh, la prochaine étape pour ces données-là, c'est ça, c'est qu'on aimerait convertir les nombres de jours à maturité en unités thermiques, comme ça se fait dans le maïs. Je pense que ma collègue Emmanuelle Bergeron, qui est en ligne, c'est un sujet qu'elle avait présenté au dernier colloque Bio pour tous. Il y a de la recherche qui s'est faite là-dessus, entre autres aux États-Unis, pour adapter les méthodes d'unité thermique aux productions maraîchères. Fait qu'il y aurait quand même cet intérêt-là pour permettre aux producteurs de la Côte-Nord, du nord du Québec, d'avoir accès à plus de prévisibilité. Parce que là, on parle de jours à maturité, mais évidemment, c'est complètement dépendant de la température qu'on a cet été-là. Fait que le but serait d'être capable de calculer ces unités thermiques pour voir l'évolution pendant la saison, puis être capable d'ajuster ces dates de récolte. Donc, on tomberait dans les essais 2025. Donc, au niveau de l'été dernier, dans le fond, comme je le disais tantôt, l'objectif de l'essai cet été-là, c'était vraiment de documenter les méthodes de forçage climatique, puis de voir l'effet de ces méthodes-là sur le microclimat. Donc, par microclimat, je parle de température du sol et de l'air, d'humidité de l'air et de la productivité des cultures, fait que jour à maturité et rendement. Donc, les producteurs, je les appelle producteurs, mais on peut parler d'initiatives maraîchères ou agriculteurs, tout ça. Donc, il y avait le choix de travailler sur le mesclun, le brocoli, la carotte ou le zucchini. Puis, ce qu'on souhaitait comparer, en fait, soit en champ ou sous tunnel chenille, c'était vraiment soit l'effet d'avoir aucune protection, donc aucune couverture flottante, avec l'effet d'ajouter une P19, qui est une couverture flottante plus mince, à une P30, qui est vraiment la couverture flottante la plus épaisse. On s'attend évidemment à ce que la P30 ait un effet là, les plus marqués sur le climat. On a installé des sondes de température de l'air et de température du sol. Puis, on avait là, les 4 sites CIBA qui ont participé activement aux essais. Je vais commencer par parler du microclimat, justement, qu'on a principalement documenté à la coopérative Gaïa, fait que je vais me concentrer sur ces données-là. J'ai passé beaucoup de chiffres, mais restez avec moi, là. Je pense qu'il y a quand même pas mal de données intéressantes là-dedans. Fait que ici, je parle de la température moyenne journalière de l'air. Donc, température moyenne à chaque jour. On a les mois de juin et juillet ici sur l'axe des X, la température sur l'axe des Y. En bleu, on a la température sans couverture flottante. En jaune, sous P19 et en rouge, sous P30. Donc, on voit clairement qu'il y a un effet positif sur la température moyenne journalière générale pour les deux bâches, mais clairement plus marqué avec la P30. Si on regarde plus en détail au niveau des moyennes par mois, ce qu'on observe, c'est qu'avec la P30, on était capable d'aller chercher en mai à peu près 1 degré supplémentaire que la P19, en juin à peu près 3 degrés supplémentaires que la P19 et 5 degrés supplémentaires que aucune couverture flottante, et en juillet à peu près 1 degré entre la P19 puis 2 degrés avec aucune couverture. Fait que clairement, il y a un effet positif sur la moyenne.
Par contre, il y a peut-être quand même quelques dangers. Donc, ça, c'est au niveau des maximums observés par mois, donc le maximum de température recensée. On voit qu'en mai, bon, encore une fois, c'est toujours sous la pétrante qu'on observe les maximums les plus élevés. En mai, c'est quand même tolérable. Là. On parle d'un 31 de maximum comparé à 23 seulement sous P19, 21 sans aucune couverture. Par contre, en juin, c'est là que ça se corse quand même. Donc, on a recensé des températures jusqu'à 38 degrés Celsius sous la pétrante, 32 sous P19, puis en juillet, 36 degrés Celsius. Donc, c'est quand même des températures élevées qui possiblement pourraient être dommageables pour certaines cultures. Là. Ça pourrait expliquer ce qu'on observe comme résultat sur la productivité des cultures, puis qu'on va discuter juste après. Puis au niveau des minimums recensés, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on voit qu'en mai, peu importe le type de couverture, l'utilisation de couverture flottante a permis efficacement de protéger contre le gel. Donc, on a eu un gain de 3 degrés Celsius sur le minimum recensé, alors qu'il y a eu un gel là, à la fin mai sans couverture. En juin, de façon intéressante, c'est plutôt sous la P19 qu'on recense le minimum le plus élevé, donc 6 degrés Celsius comparé à 4 degrés Celsius sous la P30. Et en juillet, on avait un minimum recensé à 9 degrés Celsius comparé à 5 sous aucune couverture. Fait que, règle générale, là, les deux types de couverture flottante ont permis d'augmenter les moyennes journalières et d'augmenter aussi, de maintenir les minimums mensuels répertoriés à des teneurs là, quand même 2 à 5 degrés plus élevés que sans couverture flottante. Ça, je l'ai déjà dit, donc je vais passer. Si on compare ces données-là maintenant avec les données sous tunnel chenille, donc ici, on a encore le même code de couleur. Donc en bleu, c'est les mêmes données que tantôt, donc sans température en champ sans aucune couverture. En jaune, température en champ sous P19. En rouge, température en champ sous P30. En mauve, température sous tunnel chenille sans couverture. Et en vert, température sous tunnel chenille avec P19. Donc, ce qu'on observe, règle générale, c'est que la présence du tunnel chenille a permis habituellement, là, sans aucune couverture, d'obtenir des températures moyennes mensuelles qui sont assez similaires à celles de la P30, en fait. Là. Fait que 15 degrés versus 14 au mois de mai, 17 degrés versus 18 au mois de juin. Mais que, évidemment, l'utilisation des deux méthodes de forçage climatique combinées, P19 plus tunnel chenille, c'est vraiment cette méthode-là qui, règle générale, a permis d'obtenir les plus hautes températures. Par contre, on arrive avec les mêmes observations au niveau des maximums, possiblement des dommages aux cultures sous tunnel chenille. On a des 40 degrés Celsius répertoriés, là, même sans aucune P19 sous tunnel chenille. Intéressant ici, la température est plus élevée sans couverture qu'avec. Ça pourrait peut-être simplement être expliqué par la hauteur de la sonde là, dans le tunnel chenille. Là. Évidemment, sous les tunnels, l'air chaud monte. Donc, il y a comme une stratification qui se fait parce qu'il n'y a pas de vent souvent. Donc, c'est peut-être juste causé par ça. Mais donc, quand même, des données à faire attention possiblement sous tunnel chenille aussi. Puis, au niveau des minimums, au mois de mai, clairement, pour du forçage climatique intensif, c'est vraiment le tunnel chenille avec P19. On peut sortir et mettre On va aller fermer les petits micros. OK. Donc, on voit que sous tunnel chenille avec P19, c'est un 7 degrés supplémentaire qu'on a réussi à obtenir là, au mois de mai comparé à la production en champ. Là. Donc, pour la production de verdurette hâtive, par exemple, ça peut être vraiment intéressant. Si je vais rapidement au niveau des températures du sol, donc là, restez avec moi, il y a beaucoup de lignes, mais ça finit bientôt, les graphiques de lignes. Là. Donc, on est encore en jaune et en bleu ici, sans aucune couverture, mais à 2 et 10 cm de profondeur en champ. Et en rouge ici, on est sous la P19 à 2 cm de profondeur dans le sol. Et sous la P30, c'est à 2 cm en mauve et à 10 cm en vert. Donc, si on regarde rapidement les moyennes, on voit que l'effet du réchauffement de l'air a eu un effet, est le même que l'effet des couvertures qu'on observe sur le réchauffement de l'air est assez similaire pour le réchauffement du sol. Fait qu'un gain d'à peu près 2 ou 3 unités en juin puis en juillet avec l'utilisation de P19 et P30 comparé à aucune couverture. Ce que je trouve intéressant de constater, c'est qu'il y avait une tendance à ce qu'il fasse presque
que le sol soit presque plus chaud sous P19 que P30. Le sol se réchauffe par deux façons. La principale façon, c'est le rayonnement solaire. Donc, les rayons qui frappent directement sur le sol, qui réchauffent la couche de sol en surface, qui après réchauffe le sol en profondeur. Et dans une moindre mesure, un réchauffement de l'air en surface du sol qui, en contact avec le sol, va réchauffer le sol. Mais c'est vraiment les rayonnements solaires qui sont plus efficaces. Puis, ben, on sait que les couvertures flottantes bloquent une partie du rayonnement solaire. La P19 en bloque moins que la P30, fait que ça pourrait expliquer ça. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi il y a comme un phénomène inversé sous la P30 versus aucune couverture. Sous la P30, il fait plus chaud en surface qu'en profondeur. Puis avec aucune couverture, il fait un petit peu plus chaud en profondeur qu'en surface. Avec aucune couverture, on sait que là, il y a probablement plus de perte de chaleur en surface du sol parce que le sol est sujet beaucoup plus au vent. Puis il n'y a pas de la couverture thermique, en fait, permet aussi de bloquer les pertes de chaleur par radiation. Fait qu'il n'y a aussi pas cette perte-là. J'arrête là-dessus. Ici, sur la température du sol, encore une fois, je ne m'attendrai pas trop là-dedans. Simplement, ici, j'ai mis les mêmes données, mais j'ai ajouté les tunnels chenilles qui sont en mauve et en vert. Puis c'est assez intéressant de constater que, en fait, le réchauffement du sol semble vraiment moins efficace sous tunnel chenille qu'avec les couvertures flottantes. Fait que je me posais des questions par rapport à ça. Justement, rayonnement solaire, c'est sûr que il y en a moins quand on combine les méthodes de forçage climatique, fait que ça pourrait peut-être être expliqué par ça. Si on ajoute une P19 avec un tunnel chenille, on perd de plus en plus de rayonnement solaire en dessous de tout ça. Mais ça serait quand même des données qui seraient à valider pour une deuxième année, là, parce que ça me laisse quand même un peu des points d'interrogation. Au niveau des cultures, au niveau de la productivité des cultures, à la coopérative Gaïa, dans la carotte, il y a eu une implantation en tunnel chenille qui a été faite au 14 mai. Puis, je vous ai juste écrit là, les observations faites par Frédéric de la coopérative Gaïa. J'ai résumé ça en quelques points. Donc, au niveau de la levée dans la carotte, il y avait un effet positif, bénéfique de l'utilisation de la P30. Donc, un petit peu plus hâtive la levée sous la P30 que sous la P19, mais la P19 était quand même plus hâtive que sous aucune couverture. Par contre, au niveau de la récolte, là, il y avait un gain en termes de hâtivité avec l'utilisation des couvertures, mais pas de différence entre la P19 et la P30. Par contre, sans aucune couverture, il y avait 50 de la carotte qui n'a pas atteint la maturité, là, donc obligation d'avoir une couverture dans ce cas-là. Puis il a été observé que le calibre était possiblement légèrement un petit peu plus gros sous P30 que sous P19. Et il y a un semis qui a été fait en plein champ le 22 mai, puis là, on voit qu'il y a eu un gain de 18 jours en termes de jours à maturité avec l'utilisation des couvertures, peu importe laquelle, alors qu'encore une fois, sans couverture, là, il y avait même un enjeu au niveau de perte à la récolte. Dans le mesclun, il y a eu une implantation, encore une fois, hâtive qui a été faite en tunnel chenille le 19 mai. Puis on voit qu'au niveau de nombre de jours à maturité, on a gagné 4 jours, donc où on a soustrait 4 jours avec l'utilisation de la P30 et la P19, peu importe le type de couverture. Puis c'était assez similaire là, au niveau de la production en champ avec une implantation le 29 mai. On voit qu'on a été capable de gagner 6 jours sur 30, donc quand même un gros gain, là, plus de 25 avec l'utilisation de la P30 et de la P19, peu importe le type de couverture. Dans le brocoli, l'implantation hâtive du 26 mai en tunnel chenille, il y a eu plusieurs dommages de brûlure du feuillage causés par l'utilisation de la P30, donc possiblement des températures le maximum recensées, comme on parlait tantôt, trop élevées pour cette culture-là, puis ce qui a causé là, une récolte plus hâtive avec l'utilisation de la P19 comparée à la P30. Puis il y a eu un essai en champ aussi qui a été implanté le 9 mai, puis on observe des résultats assez similaires, là, une récolte plus hâtive avec P19 qu'avec P30. Dans le zucchini, 2 implantations aussi, une en tunnel chenille, donc implantée le 2 juin, puis ils ont observé là, des résultats similaires au brocoli, donc des dommages causés par la P30, probablement par des températures trop élevées. À noter qu'ici, on était en plus en tunnel chenille. Et donc, ça l'a mené à des récoltes plus hâtives sous P19, suivies par la P30, suivies par aucune protection. Et finalement, la dernière implantation du 17 juin en champ, on voit que l'utilisation de la couverture flottante était vraiment essentielle parce que même juste à la transplantation, il y a eu beaucoup de pertes avec l'absence de bâche.
mais que ça reste la P19 qui était là, à favoriser au niveau de la hâtivité. Là, la récolte était plus hâtive avec P19 comparée à pétante et aucune protection. Je vais passer rapidement quelques observations des autres sites, quelques commentaires qu'ils nous ont fournis sur leurs essais chez eux. Donc ici, on est au jardin du 53e taiga, donc à Radisson. On voit les essais qu'ils ont fait dans la carotte, dans le zucchini, dans la laitue. Puis, ce que Eric mentionnait, c'est que sauf pour le mesclun, en fait, toutes les cultures ont bénéficié de la P30 plus que la P19. Donc, la P30 au jardin du 53e taiga est vraiment adoptée là-bas. Elle va probablement remplacer la P19. Donc, évidemment, à noter qu'on est à une latitude beaucoup plus élevée. On n'a pas documenté les températures sous bâche, mais ça serait intéressant de voir si les maximums journaliers, finalement, restaient dans des températures acceptables pour les cultures tout au long de la saison. Au jardin de Godbout, on voit les essais ici dans la carotte, le mesclun, le zucchini. Puis Edith, ce qu'elle disait, c'est que règle générale, toutes les cultures ont bénéficié de l'utilisation d'une couverture flottante, mais peu importe si c'est une P19 ou une P30. Par contre, la P30 déchire moins, donc est plus agréable à manipuler. Fait que Edith disait qu'elle souhaitait continuer là, à faire l'utilisation de cette couverture-là lorsque c'est adapté. Au grenier boréal, on voit les essais dans la carotte puis dans le mesclun ici. Donc, ce qu'ils nous ont rapporté, c'est qu'il y avait peu d'effets de la P30 versus la P19 dans le mesclun, que même l'utilisation de couverture flottante pouvait être nuisible dans la carotte parce que ça conservait trop l'humidité. Par contre, dans le zucchini, qui est la culture qui aime le plus la chaleur dans celle qu'on a documentée, c'était vraiment, ils ont eu des super beaux résultats avec la P30, entre autres parce qu'il y a eu un coup de froid pendant l'été, puis les zucchinis ont vraiment mieux été sous la P30. Donc, ils souhaitent poursuivre à l'utiliser, mais avec une utilisation ciblée pour certaines cultures spécifiques ou pour certains besoins là, de forçage climatique. Si on revient, règle générale, sur ces essais-là, ce qu'on voit là, avec les données sur le microclimat, c'est que oui, la P30 a permis d'augmenter les températures moyennes journalières jusqu'à 3 degrés versus la P19 et jusqu'à 5 degrés versus aucune protection. Ça aurait dû être bénéfique pour la majorité des cultures parce qu'on voit que les températures moyennes journalières sont quand même beaucoup plus basses que ce qu'on observe au sud du Québec, mais c'est pas, on n'observe pas des effets bénéfiques sur la majorité des sites sur la côte nord. Pourquoi? Ben, comme on le disait, on voit que la P30 a augmenté les maximums journaliers jusqu'à 38 degrés Celsius, ce qui peut être néfaste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Il y aurait peut-être moyen d'avoir une utilisation plus dynamique de la P30, fait application retrait en temps de période chaude, l'utilisation d'un thermomètre min-max qui est comme peu dispendieux pourrait peut-être aider à la gestion, mais c'est sûr que là, on embarque dans une gestion plus intensive qui demande plus de main-d'œuvre, fait qu'on n'a peut-être pas besoin finalement de se rendre là, puis peut-être la P19 pour certains sites fait vraiment la job. Est-ce que la présence de vent important aussi sur les sites pourrait limiter les gains en chaleur entre la P30 et la P19? On sait que l'utilisation d'une couverture flottante permet de bloquer beaucoup des vents, ce qui est vraiment bénéfique pour la majorité des cultures. Mais peut-être que la présence quand même de vent fait que le gain qu'on a thermique avec la P30, surtout la nuit, là, n'est pas conservé justement avec la présence de vent. Sinon, il y aurait aussi peut-être d'autres facteurs limitants. On parle de luminosité, irrigation. Au niveau de la luminosité, juste un mot là-dessus. Je me suis questionnée, est-ce que l'absence de différence entre la P19 et la P30 pourrait être causée par une diminution de la luminosité sous les bâches? Donc, on sait que théoriquement, sous P19, c'est 85 de la lumière qui est transmise. Sous P30, c'est 70 et avec un tunnel chenille, c'est autour de 80 Je me suis amusée à modéliser les DLI. Donc, DLI, c'est les Daily Light Integral. C'est une façon de représenter, c'est un indicateur du rayonnement solaire en mol de photons de lumière en mol de lumière par mètre carré par jour. C'est les valeurs de Bécomo, de la station agrométéo à Bécomo, en bleu. Puis après ça, j'ai juste appliqué les coefficients de transmission ici là, pour voir ça ressemblerait à quoi les valeurs sous P19 en jaune, sous P30 en rouge, puis sous tunnel chenille avec P30 en vert. Puis ce qu'on observe, en fait, ça, c'est les besoins théoriques des cultures ici. Quand on est dans de la laitue, qui est une culture à faible besoin de lumière, autour de 15 à 20 besoins de mol en termes de DLI,
On est bon pour tous les systèmes, là. On reste au-dessus de 15 à 20 pour tous les systèmes. Par contre, quand on tombe dans une culture comme le brocoli, qui pour certaines variétés, on voit les gros écarts, là, peut être quand même exigeante en lumière, ben là, on voit que dès qu'on tombe sous la P19, on est possiblement en dessous des optimaux. On ne va pas empêcher la culture de pousser, mais peut-être qu'on devient, c'est ça, peut-être que la lumière pourrait être un facteur qui limite un peu la croissance. À noter aussi, fait intéressant que la carotte, c'est un légume racine, puis c'est connu que pour la majorité des légumes racines, je t'ai vu, Sam, j'ai presque fini. Pour la majorité des légumes racines, quand il y a une diminution de la luminosité, ça peut mener à une augmentation du ratio feuilles sur racines. Fait que ça peut favoriser la culture à produire plus de feuillage pour maximiser sa photosynthèse au dépens de la production de son système racinaire. Fait que ça pourrait observer, je pense que Frédéric qui mentionnait dans ses commentaires qu'il avait vu là, sous la pétrante des beaux feuillages, mais qui n'étaient pas nécessairement toujours associés à des beaux rendements. Fait que ça pourrait être corrélé à ça. La perspective de ces essais-là, ce qu'on aimerait faire, ou en tout cas les questions qui nous restent à la suite de ces 2 années-là, je pense qu'il y aurait intérêt à documenter d'autres méthodes de forçage climatique. On parle de mini-tunnels perforés qui ne sont pas des outils qui sont vraiment utilisés en ce moment sur la côte nord et dans le nord du Québec, qui aurait peut-être le moyen d'être plus facile à gérer puis de maximiser la lumière reçue aussi. Ça serait important aussi de venir nuancer les différentes régies de forçage climatique avec une perspective technico-économique parce que c'est pas toutes les bâches qui coûtent le même prix. Puis quand on parle d'augmenter l'intensivité de la manipulation, ben là, c'est des coûts aussi qui sont associés. Fait qu'il y a cet aspect-là. Sinon, il y a beaucoup d'enjeux puis de questionnements des productrices au niveau de la régie de fertilisation aussi, qui aurait lieu de travailler là-dessus. Et aussi, pour tout ce qui est phytoprotection, là, il y a de l'intérêt à venir identifier là, les prédateurs adaptés au contexte nordique. Fait que c'est juste des idées que j'ai mis là pour conclure. Je conclus en fait en vous disant que je vous ai garoché plein d'informations, mais il va y avoir un rapport final aussi que vous allez pouvoir consulter à tête reposée qui va être sur nos sites web. Puis on a aussi fait une revue littérature sur les serres nordiques qui est disponible sur le site du CISA. Puis il y a plein de documentation ici que vous pouvez consulter là, si vous êtes intéressé. Donc, ça ferait le tour pour moi. Excusez-moi, la plus importante. Il y a beaucoup de gens qui ont participé aux essais. En fait, moi, j'ai pris aucune donnée. Je fais juste savoir la job, le fun de présenter les données. Mais il y a vraiment beaucoup de monde qui ont travaillé fort à prendre ces données-là, dont Frédéric de la Coop Gaïa, Édith Desjardins-Godbout, François Julie de la ferme Manicouagan, Marguerite et Geneviève du Grenier Boréal, Caroline de la ferme du Rigolet et Éric Desjardins du 53e Taïga. Fait que je remercie toutes ces personnes-là et évidemment là, les bailleurs de fonds. Alors, direct dans les temps, alors, on a 5 minutes de questions encore disponibles pour rester dans l'horaire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlotte. Je te redonne la parole. N'hésitez pas, ça peut être intimidant là, de briser la glace puis d'ouvrir votre caméra, mais je vous le dis, une fois que c'est fait, c'est plus épeurant qu'autre chose. Fait que, mais si vous pouvez aussi poser vos questions. Hey Edith! Salut! Salut! Merci de Hey, briser la glace. bon, ça me fait plaisir. Bravo, hein, c'est super beau ce que vous nous présentez. Je suis vraiment contente de tout voir ça aujourd'hui. Puis j'essayais de marquer de quoi dans le clavardage, mais vous connaissez mes belles compétences. En tout cas, je suis pas capable d'écrire dans le clavardage, fait que j'en profite pour le petit 5 minutes. Je voulais juste vous dire que vous avez proposé peut-être l'essai des mini-tunnels, puis de ces trucs-là. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, là. Fait que c'était juste pour vous confirmer mon intérêt face aux mini-tunnels que j'aimerais bien essayer sur ma surface de jardin ouvert, là. OK. Ah, c'est super. Merci de ton commentaire et de ta motivation. Caroline? Il y a aussi quelqu'un dans le chat qui demandait si vous avez des données sur Minitunnel. Oui, c'est ça, mais Maya a répondu la bonne réponse. Non, malheureusement, nous n'avons pas de données. C'est triste, mais. Mais je pense que je viens de manquer.
c'est peut-être la même question que j'ai. Je me demandais si vous aviez les résultats en comparant les P19, P30, mais aussi avec les tunnels. C'était ça la question qui vient d'être posée? Tu veux dire tunnel chenille ou mini-tunnel? Tunnel chenille, ouais. Oui. Là, on doit faire le deuil des données de tunnel chenille avec P30. Il semble y avoir eu un bug avec la sonde, mais j'ai les données de température tunnel chenille P19 que j'ai présentées là, quand même. Fait que je sais pas si c'était ta question ou. Ben, c'est plus précisément par rapport aux récoltes. OK. Donc, tu as donné des données de température, mais par rapport aux récoltes, on avait la comparaison entre P19, P30, puis aucune protection. Ouais. Mais est-ce qu'on peut comparer ça aussi avec les tunnels? Avez-vous les données? On n'a pas. Je pense que tu étais un des seuls sites qui voulait vraiment faire les dates de semis champ, tunnel chenille en même temps. Pour la majorité des autres sites, c'était plus tu sais, soit sous tunnel chenille, soit OK. en champ. Fait que malheureusement, on va avoir peu d'infos là-dessus. Il va falloir se reprendre, je pense, une autre année. Ouais. Ouais. Ben, moi, en fait, tu sais, j'avais pas pu faire ces essais-là cette année, mais ben, en 2025, mais 2026, je veux vraiment le faire parce que, comme tu mentionnais, tu sais, le temps de manutention et tout ça, moi, tu sais, si dans un tunnel, j'ai pas besoin de mettre de P19 et que j'ai les mêmes gains, puis que j'ai pas Exactement. besoin de faire de manipulation de couverture en étant tout seul, ben, ça serait vraiment plus intéressant. Fait que, en tout cas, j'espère pouvoir faire ces comparaisons-là en 2026, ouais. Vraiment. Ouais. Ben ouais, merci de ton commentaire, c'est vrai, là. Que ça, c'est comme une lacune dans les données. Ouais. Mélodie? En fait, peut-être en réponse à ça, ce qu'on remarque ben, pour le brocoli, par exemple, là, on a fait les transplants en tunnel chenille, puis les transplants en champ 2 semaines plus tard, puis les transplants en champ ont presque rattrapé les tunnels chenilles. Fait que nous, on travaille de moins, on aime de moins en moins travailler avec les tunnels chenilles pour la plupart des légumes. On va les garder juste pour des légumes spécifiques où on voit vraiment qu'il y a un réel gain, là. Ah. Prendrait peut-être une dernière question, Mathilde? Je me demandais si dans les sondes de température qui étaient, mettons, dans les tunnels chenilles, si tu avais des données d'humidité. Parce que je sais qu'un des enjeux qu'on a, c'est beaucoup aussi l'humidité, là, tu sais, qu'on a de la misère à gérer en tunnel chenille versus en champ. Ouais. Ben oui, j'ai l'humidité relative de l'air. J'ai pas malheureusement l'humidité du sol, là. Je sais pas si c'était de l'air, toi, que tu parlais Ouais, ou. c'était de Ouais. l'air, OK. plus, ouais. Ouais. Oui, je vais les intégrer dans le rapport. Je les ai pas analysés encore, là, mais OK. ouais. Ouais. Moi, je serais intéressée aussi. L'humidité du sol, c'est plus dur à caractériser, là. Les sondes, c'est plus technique, mais les sondes sont moins faciles d'accès niveau économique. Mais ça serait aussi intéressant quand même là, de documenter ça, l'effet des méthodes de forçage sur aussi la gestion de l'irrigation puis tout ça, là.